Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont apporter au peuple juif, en bien et en moins bien. On les connaît à Jérusalem, vous avez la Moshava germanite, mais aussi la Moshava germanite à Haïfa, à, à Tel Aviv. C'est de ça que je veux parler en fait. Alors tout de suite, je mets l'écran. Voilà. Et voilà. Voilà. Bonjour à tous. Les Templiers allemands au XIXe siècle et leur rapport avec le mouvement sioniste. Alors, pour commencer, il faut expliquer que ces Templiers n'ont rien à voir avec les Templiers de la croisade, à part le nom. À la croisade, c'est un ordre de chevaliers. D'ailleurs, le nom des Templiers de la croisade, c'était les pauvres chevaliers du temple de Jérusalem, qui étaient responsables de la sécurité sur les routes. Ils n'étaient pas si pauvres que ça. Ils ont fini comme pirates et les chevaliers de Malte sont passés à la piraterie. On en a parlé l'autre fois. Mais en 19e siècle, en Allemagne, au milieu du 19e siècle, il y a dans l'Église protestante beaucoup de mouvements millénaristes qui disent qu'on arrive à la fin du millénaire, l'an 2000, on s'en approche et il y aura des bouleversements mondiaux, il y aura des cataclysmes, ce qu'on appelle les mouvements millénaristes. Et parmi ces mouvements, il y a un mouvement qui naît en Allemagne, qui va s'appeler des Tempelgesellschaft, la compagnie du temple. C'est des gens qui pensent que le temple, c'est eux, c'est les hommes. Il n'y a pas besoin de temple, il n'y a pas besoin d'église. Ils font bien sûr scission de l'église luthérienne traditionnelle, qui va les mettre au banc de l'église. Ils vont être chassés de l'église luthérienne. Et vous avez le gars, là, le fondateur qui est en photo devant vous, Christoph Hoffmann, qui vient du Württemberg en Allemagne. Et donc, lui, ça fait une scission très houleuse de l'église luthérienne. Il a avec lui quelque chose comme 2000 fidèles et il leur dit Jésus va revenir l'an 2000. Il faut commencer à se préparer à le recevoir. Et où est-ce qu'il va revenir? Il va revenir, bien sûr, en Israël. Et donc, il faut aller en Israël, Palestine de l'époque, pour aller l'accueillir. Et donc, ils s'organisent, mais allemand comme allemand, c'est pas qu'on décide sur un coup de tête et on part. Ils envoient d'abord 4 explorateurs qui vont faire un rapport, qui vont comprendre que c'est pas facile. Les explorateurs, c'est lui, David Erdag, c'est encore 2 autres qui vont voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut cultiver en Israël, qu'est-ce qu'il faut comme permis de construire, comme permis de s'installer pour acquérir des terrains, etc. Et en fait, ça va leur prendre plus de 10 ans pour venir. Tant qu'ils règlent les problèmes, qu'ils comprennent comment faire, etc., ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais finalement, les premiers Templiers, les premiers gens de ce groupe, en 1861, en ont marre d'attendre. Ils prennent la route et 4 familles viennent s'installer toutes seules en Israël. Après, il y en a d'autres qui vont se joindre. Ils seront au total 26. Juste que vous compreniez, sur ces 26, 24 vont mourir de maladies, de conditions terribles en Israël de l'époque, et 4 vont survivre et vont se joindre au mouvement quand la grande arrivée des Templiers va arriver, et ça sera en 1868. Donc en 1868, ils prennent la route. Ils sont passés par Constantinople, ils sont allés parler avec les autorités ottomanes pour avoir les permis de s'installer en Israël. Ils passent par Beyrouth au Liban, et là-bas, le consul allemand est très clair. N'allez pas à Jérusalem et n'allez pas à Nazareth. Parce que les 2 endroits qui les intéressent, c'est bien sûr Jérusalem, ville sainte, et pour eux le tombeau de Jésus, et Nazareth, qui est l'endroit où il a grandi. Et le consul allemand à Beyrouth leur dit les Ottomans ont très très peur d'une mainmise sur la Palestine, des Juifs, des chrétiens. Donc, n'allez pas chercher des problèmes. Mettez-vous en endroit neutre et c'est comme ça qu'ils décident de s'installer à Haïfa. Haïfa, à l'époque, c'est un petit village de pêcheurs, un petit village, un havre de pirates. Et c'est là-bas qu'ils s'installent dans leur première colonie en 1868. Alors voilà de quoi ça a l'air. Voilà une vue de la baie de Haïfa. Vous avez les bateaux dans la baie de Haïfa et regardez les maisons. Bon, c'est à l'allemande. C'est une rue tout droite avec les maisons à droite et à gauche, avec les terrains agricoles juste à côté. En fait, ça va être assez difficile pour eux de faire l'agriculture à Haïfa. Les terrains ne sont pas tellement adaptés. Certains vivront de la pêche, d'autres sont artisans. Ils vont ouvrir des ateliers de mécanique et différents travaux. L'agriculture, le terrain de Haïfa ne s'y prête pas tellement bien. Mais ils font aussi un petit peu d'agriculture à Haïfa.
Au début, ils s'installent dans des maisons, comme les Arabes, des maisons à toit plat. C'est qu'en Israël, il y a un avantage avec le toit plat. Le toit en pente, il vient d'Europe pour que la neige puisse glisser. Ce n'est pas tellement le problème en Israël. Sur un toit plat, au contraire, on peut faire sécher les fruits, on peut prendre le thé le soir quand il fait bon et que le vent souffle dehors. Mais ils ont des problèmes d'étanchéification de leur toit et finalement, ils vont amener des briques de Marseille. Et vous voyez qu'il y a une partie des maisons sur l'image qui commencent à avoir les toits en tuiles comme ils connaissent d'Europe. Aujourd'hui, c'est des routes Ben Gurion, ceux qui connaissent à l'entrée de Haïfa, en dessous des jardins Bahaï. Le village de Haïfa lui-même est un petit peu plus à droite de l'image, donc ils ont leur quartier à eux. Ils ne veulent pas être dans la ville, ils veulent faire un quartier agricole, une colonie agricole. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à Haïfa, 1868. Un an plus tard, ça c'est encore la même image, c'est Haïfa, sur un autre angle. Un an plus tard, en 1869, ils arrivent à Jaffa. Yafo, à côté de Tel Aviv, n'existe bien pas encore. Donc, à côté de la ville de Yafo, ils construisent un quartier qui va être la Moshava germanique, le quartier allemand. Il y a une erreur, ça c'est une carte postale qu'ils envoient en Europe. Il y a une erreur, c'est pas Sarona. Zarona, comme ils l'appellent, c'est pas à côté de Jaffa, c'est à côté de la Kiria. C'est beaucoup plus au centre, c'est à 4 km de là. Ça va être une Moshava qui va être créée plus tard. Mais donc d'abord on a Haïfa et après on a cette Moshava à Yafo. Pourquoi les Templiers s'installent à Yafo? Tout simplement parce que quand ils arrivent en Israël, ils sont dirigés par deux chefs, par Christoph Hoffmann, que vous avez vu, qui est l'idéologue de ce mouvement chrétien, et un autre qui s'appelle David Herdag, qui lui est un gars qui a les pieds sur terre et qui gère les affaires matérielles de la communauté. Ils ne s'entendent pas les deux, parce que David Herdag, par exemple, il essaie de faire des miracles, et il essaie des dons de guérisseurs. Et il se brouille avec Christoph Hoffmann et donc ils se séparent. Christoph Hoffmann reste avec les Templiers à Haïfa et Ardag va construire une colonie Templier à Yafo, à côté de, non, pas à Yafo même, Yafo c'est une ville, eux ils veulent faire de l'agriculture, ils se mettent à 2 km. Aujourd'hui c'est à côté de Neve Tzedek. Pardon. Et après, ils vont construire une troisième, encore 2 ans plus tard, ils vont arriver à Jérusalem et ils construisent ce qu'on connaît, la Moshava germanite à Jérusalem. Vous voyez le train, dans l'image, ceux qui arrivent à voir, on voit le train, c'est à côté de la gare. Et c'est Emek Rephaim. D'ailleurs, ils appellent cette colonie-là, ils l'appellent Rephaim. Du nom, c'est le nom biblique. Emek Rephaim, c'est le nom biblique de cette vallée. Et donc, cette colonie s'appelle Rephaim. Donc, ils ont très vite, après quelques années, 3 colonies principales. Haïfa, à côté de Haïfa, à côté de Yafo, à côté de Jérusalem. Voilà, ils envoient des cartes postales à la maison. Grüß aus Haifa, Grüß aus Zarona, Grüß aus der deutschen Kolonie bei Jérusalem. Et ils se sont installés, ils le font savoir. Et pour l'instant, ça réussit. Ils s'installent et ça marche. Ils arrivent à faire de l'agriculture, ils arrivent à vendre leurs produits, ils arrivent à être à toutes sortes de métiers qu'il n'y a pas dans le pays. Comme c'est des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église, dans leur identité religieuse, il n'y a pas d'église. Les hommes sont le temple de Dieu. Donc, ils ont une salle de réunion, ils se réunissent pour des prières ensemble, mais ils n'ont pas besoin de minyan. Donc, ils vont un petit peu essaimer en Israël, comme ce sont aussi beaucoup s'occupent de commerce. On va en trouver à Jenin, à Gaza, même à côté de Tirat Tzvi, dans la vallée de Beth She'an. Et là-bas, ils vont construire des maisons, cette allée de Washingtonia, là, les palmiers que vous voyez dans la carte postale. Vous pouvez voir, c'est à côté de la Natsiv. Avant d'arriver à Natsiv, du côté gauche, il y a une allée rectiligne avec ses palmiers. Et c'était les Templiers, il y avait là-bas une ferme de Templiers. Et si vous regardez ce qu'ils ont fait, ils ont inventé quelque chose qui vient des colonies allemandes en Afrique. Le toit n'est pas sur la maison. Le toit est plus grand que la maison et séparé de la maison. Comme il fait une chaleur torride et que ça, ils étaient très avancés pour l'époque, mais les climatiseurs, ils n'avaient pas inventé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit la maison et par-dessus la maison, ils ont mis un toit avec de l'air entre la maison et le toit pour faire une isolation. Et donc, le toit est tenu sur des poutres autour. Il est plus grand que la maison et il aide à refroidir cette maison. Donc, c'est aussi des méthodes d'améliorer la qualité de vie qui vont servir après aux Juifs qui vont venir un peu plus tard. Voilà, on y est. Les Juifs, ils arrivent. Ils viennent de Russie, ils viennent de Roumanie, ils viennent de Pologne.
j'ai dit, attention, il n'y a pas que eux. Il y a aussi les Juifs qui sont venus du Maroc avec Tzuf Dvash, avec Rav David Ben Shimon. Ils sont venus en 1850, mais ils ne sont pas allés faire de l'agriculture. Il y a aussi les élèves du Gaon de Vilna et les élèves du Baal Shem Tov. Mais tout ça, ne sont pas allés faire de l'agriculture. Je parle à partir de 1882, ce qu'on appelle la première aliyah sioniste, qui veut faire de l'agriculture. Excusez-moi, les élèves du Gaon de Vilna ont fait un peu d'agriculture sur le Djermak, mais c'est des individuels. Ce n'est pas encore le grand mouvement agricole. Le grand mouvement agricole, il commence avec le Bilou, il commence avec la première aliyah, 1882. Et regardez les maisons en haut à droite. Ceux qui connaissent, ça c'est une photo que j'ai prise à Tikocin en Pologne. C'était comme ça, c'est les maisons qu'ils connaissent là-bas. C'est des isbas russes en bois très pauvres. C'est comme ça que sont les villages en Europe de l'Est. Alors, si vous allez aujourd'hui à Zichron Yaakov, vous allez à Rishon LeZion, vous allez à Rosh Pina, on vous montre les Bet Rishonim, les premières maisons. Elles n'ont pas l'air du tout des maisons russes. Elles ont l'air de maisons en dur avec un toit en tuiles. Alors, d'où ils ont appris ça? Ce n'est pas de Russie qu'ils ont amené ça. Mais ça, ils l'ont copié des Templiers. Si vous regardez la photo en bas à droite, c'est dans la rue principale de Zichron Yaakov, donc un village agricole juif. Si vous regardez à gauche, c'est la Moshava germanite de Haïfa. Donc, vous voyez que la maison est absolument identique, le même toit en tuiles, les mêmes fenêtres rectangulaires, les mêmes 3 étages classiques des maisons des Templiers allemands. Donc, en fait, on a copié les maisons des Templiers quand on est venu ici. Donc, c'est une des premières choses qui va être importante. Grâce aux Templiers, on saura comment construire des maisons. Pas seulement construire des maisons, le plan d'une moshava, comment construire un village agricole, une rue centrale, les maisons des deux côtés, les terrains agricoles derrière, avec une rue à angle droit. Ça aussi, ce plan des moshavot, on va l'apprendre des Templiers. Donc, c'est très important qu'ils sont venus 10 ans avant nous. Eux, ils sont venus en 1868. Nous, on est venus en 1878, 1882. C'est même 20 ans avant nous. C'est important parce qu'on va apprendre beaucoup de choses d'eux. On va apprendre comment construire les maisons. On va apprendre d'eux des plans d'urbanisme. On va de nouveau regarder, j'ai fait un comparatif. Vous avez en haut à gauche la Zichron Yaakov, la rue principale avec la Moshava Zichron Yaakov, et en bas, vous avez Haïfa. C'est la même chose, les mêmes maisons rectilignes, avec les arbres de deux côtés de la rue. Ce n'est pas du tout comme ça que construisent les Arabes en Israël. Donc, c'est très clair que les gens de Zichron Yaakov ont appris des Templiers de Haïfa. Et de nouveau, à droite, vous avez Rehovot, même chose. Ces maisons style Templier. Donc, on a appris de eux comment faire un plan d'urbanisme. Donc, comment construire, comment faire d'urbanisme. Je reviens maintenant à Yafo. À Yafo, quand ils viennent s'installer, en fait, c'est facile pour eux de s'installer à Yafo. Pourquoi c'est facile? Parce qu'ils trouvent des terrains et des maisons à vendre. 4 ans avant eux, il y avait des Américains, des chrétiens américains qui étaient venus s'installer. D'ailleurs, c'est une histoire rocambolesque, ça vaut la peine à l'occasion qu'on fasse une conférence. Il y a un livre entier sur cette épopée de ces gens du Maine qui sont venus s'installer à Yafo, mais ils se sont mal préparés et au bout de 2 ans, ils craquent et ils repartent en Amérique. Et donc, les Arabes rachètent leurs maisons et vont les revendre aux Templiers qui cherchent à acquérir des terrains et des maisons. Et donc, en fait, la Moshava des Templiers allemands à Yafo, la Moshava germanite de Yafo, elle est construite sur les maisons de la Moshava américaine, ce qu'on appelait la Moshava américaite. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les Américains, il y avait un Américain, quelques-uns sont restés, il y en avait un qui avait construit un hôtel, l'hôtel du parc, vous voyez la photo à droite de l'image. En bas, vous voyez dans une carte postale. Et ceux qui identifient du côté gauche, vous avez, vos micros sont fermés, vous avez une photo de l'acteur Peter Ustinov. Pourquoi Peter Ustinov se retrouve là? Parce que cet hôtel du parc a été construit par son grand-père, le baron von Ustinov, qui arrive de Russie. En Russie, je rappelle, les chrétiens sont orthodoxes, l'église russe orthodoxe, et le grand-père Ustinov se convertit au protestantisme et va rejoindre les colons américains à Yafo. Il construit cet hôtel du parc, et vous voyez sur la carte postale, résidence de leur majesté impériale, l'empereur Guillaume II et l'impératrice Augusta Victoria. Quand l'empereur va venir en 1898, c'est la date fatidique où Herzl arrive, puisque Herzl est venu en Israël pour rencontrer le Kaiser, l'empereur d'Allemagne. L'empereur d'Allemagne, bien sûr, va habiter dans un hôtel allemand. Il va habiter dans l'hôtel du parc à Yafo. Là, on arrive de la deuxième génération des Templiers.
une vingtaine d'années sont passées, une quinzaine d'années sont passées, et ils ont besoin de terrain agricole, puisqu'ils sont agriculteurs. Maintenant, le papa, il avait son terrain agricole, où est-ce que le fils peut s'installer? Donc, les enfants décident de construire un nouveau village où ils auront des terrains à eux, et ils s'installent ce coup-ci en Galilée, dans Emek Israël, dans la vallée d'Israël, dans deux villages, un qui s'appelle Bethléem de Galilée, Bethléem Aglilit, avec d'abord de très beaux vestiges de l'époque byzantine, donc la fin de l'époque romaine. Il y avait un village, Bethléem Aglilit, c'est un endroit connu qu'on connaît des sources juives. Et à côté, ils construisent un autre village qui n'est pas sur un village ancien, et donc ils l'appellent Waldheim. Waldheim, la résidence dans la forêt. Et ce qui est spécial, si vous regardez à droite, vous avez Bethléem Aglilit. Ce que vous voyez, cette maison, c'est Beth Ha'am, c'est le centre communautaire, qui n'est pas une église, je le rappelle, ils n'ont pas besoin d'église. À gauche, par contre, à Waldheim, vous voyez qu'il y a une église. La première fois qu'on voit une église dans une communauté de Templiers allemands, parce que au bout de certain temps, certains se disent, en fait, pourquoi pas revenir dans le giron de l'église luthérienne, redeviennent luthériens et construisent une église. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se séparent entre Bethléem, Aglilit et Waldheim. À Bethléem, Aglilit, ce sont les Templiers purs et durs de l'idéologie des Templiers, et à Waldheim, ce sont des gens qui sont revenus vers le protestantisme, et d'autres protestants se joignent à eux, puisque là-bas, c'est plus adapté, il y a une église. Maintenant, pourquoi j'ai mis cette photo de nouveau à droite? Si vous regardez le Beth Ha'am, cette maison communautaire, le matnas de Bethléem Aglilit, vous voyez à côté qu'il y a une tour de garde. Le donjon que vous voyez à côté avec une sirène au-dessus, c'était le château d'eau. Donc, de nouveau, ils innovent. À l'époque, en Israël, en Palestine turque de l'époque, il n'y a pas d'eau courante. Il y a là où il y a des sources, c'est formidable, on va à la source. Là, il n'y a pas de source, il y a des fois des pluies. Et quand il n'y a pas de pluie et pas de source, il y a des citernes d'eau. On récupère l'eau de pluie de l'hiver et il faut la puiser et l'amener. Les premiers qui vont construire un château d'eau, c'est les Allemands. Ils ont l'habitude d'eau courante en Allemagne et ils vont amener le château d'eau, ce qui va être après copié. Le second château d'eau, le premier château d'eau juif d'Israël va être à Zichron Yaakov, donc très proche de Bethléem Aglilit. Les Juifs qui s'installent à Zichron Yaakov vont dire au baron de Rothschild, nous aussi on voudrait bien l'eau courante, et le baron de Rothschild va leur payer un château d'eau. Ceux qui connaissent à Zichron Yaakov, quand on commence la visite au sommet de la rue principale, la rue piétonnière, au sommet, il y a la Brechat Binyamin, bien sûr, tout ce qui était donné par Rothschild porte le nom de Rothschild. Edmond de Rothschild s'appelle Binyamin de Rothschild. Binyamina, le village porte son nom, et donc on a Brechat Binyamin, ce château d'eau qui a été fondé par le baron de Rothschild pour Zichron Yaakov. Mais de nouveau, c'est copié des Templiers. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont déjà apporté à nous en tant que juifs sionistes? Ils nous ont amené la construction, ils nous ont donné le plan d'urbanisme, et ils nous donnent l'eau courante. C'est déjà pas mal. Continuons. Voilà la carte, on peut voir où est-ce qu'il s'installe. Alors, vous avez la carte Jérusalem. On va commencer dans l'ordre. Haïfa, 1868. À Yafo, 1869. J'ai dit après le schisme entre Herdag et Christoph Hoffmann. Après, il y aura Jérusalem. Et il y aura encore 3 autres villages. J'ai parlé de Waldheim et de Bethléem de Galilée en 1906-1908. Je n'ai pas parlé de Wilhelma. Wilhelma, c'est près de l'aéroport. C'est un village qui s'appelle aujourd'hui Bnei Atarot. Et nouveau, dans tous ces villages templiers, vous avez les maisons des templiers. Vous pouvez les voir quand vous êtes à Emek Rephaim à Jérusalem, vous les voyez quand vous êtes à Yafo, à Haïfa, à Bnei Atarot, Waldheim et Bethléem de Galilée. En plus, il y a des fermes individuelles, comme j'ai dit, près de Tiratzvi, près de Jenin, des fermes individuelles. Pourquoi le village, près de Yafo s'appelle Wilhelma? Du nom du roi. Ne confondez pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'empereur Guillaume II d'Allemagne qui peut venir en Israël, il va rencontrer Théodore Herzl. Ça, c'était le Kaiser Wilhelm II, l'empereur Guillaume II. Mais eux, ces Templiers viennent du Wurtemberg. Et dans le Wurtemberg, à l'époque, l'Allemagne, ce sont des États indépendants confédérés. Et dans l'État du Wurtemberg, il y a un roi, le König Wilhelm II. Donc, c'est le roi Guillaume II du Wurtemberg. Donc, c'est le roi aux Templiers. Ce n'est pas le Kaiser qui est l'empereur de tous les Allemands. Juste pour pas mélanger. Mais le Kaiser, l'empereur de tous les Allemands, il arrive, comme j'ai dit, en 1898. Alors, vous avez en haut à gauche la carte postale.
les grandes visites, il y a l'entente des trois empereurs. Vous avez l'empereur turc ottoman Abdelhamid qui est au sommet. Vous avez l'empereur Guillaume II d'Autriche en bas, pardon, Guillaume II d'Allemagne, de Prusse en bas à gauche, et à droite, Franz Joseph, l'empereur de l'Empire austro-hongrois. Alors, quand il arrive, ils vont visiter le Harabait. Vous le voyez devant le dôme doré du son du temple. Vous voyez, c'est un peu dur, la photo est un peu petite, mais on voit les Allemands avec leur tenue coloniale qui visitent. Et à droite, c'est à Jérusalem. Ils sont accueillis en grande pompe par les Templiers allemands. Vous comprenez, ce n'est pas tous les jours que ces gens qui ont été éjectés de leur église en Allemagne, qui ont été un peu mis au banc de la société allemande, ont l'occasion de recevoir leur Kaiser à Jérusalem. Donc, ils se mettent sur leur 31, vous voyez qu'ils sont en habits de fête, les femmes avec leurs ombrelles et leurs crinolines, les hommes avec leurs chapeaux de forme, et ils attendent le Kaiser. La rue est pavée et pavoisée, c'est dans Emek Rephaim. Attention, il n'y a pas que les Allemands qui ont un Kaiser, et nous les Juifs, c'est aussi notre Kaiser. On a quand même pas mal de Juifs qui habitent dans l'Empire allemand, et les Juifs aussi, si vous voyez à droite, on lui fait un arc de triomphe, et là c'est marqué en hébreu, parce que les Juifs, Wilhelm Hasheni, ça c'est Yarum Hodo, et à gauche, on fait même une prière pour l'empereur, Hanoten Sholem Lachim, la prière qui est dans tous les bons sidourim de l'étranger, où on prie pour la République française, ou pour le roi ou pour l'empereur. Alors on a cette fila Hanoten Sholem Lachim, et qui est pour prier pour Hakeisar Wilhelm Hasheni, Imishto Hakeisarit Augusta Victoria. Donc on demande pour l'empereur Guillaume d'Allemagne, le Guillaume II, pour son épouse, l'impératrice Augusta Victoria. Vous vous rappelez, il y a une église au Mont des Oliviers qui porte son nom. Vezaram, et aussi pour le prince héritier Friedrich Wilhelm. Venomar Amen. Donc, les Juifs aussi sont contents d'accueillir le Kaiser qui arrive à Jérusalem. J'ai dit, Herzl est venu le rencontrer pour essayer de lui structurer une charte pour Israël. Ça n'a pas tellement marché. Et regardez ce qu'écrit le monsieur que vous voyez là. Ce monsieur-là, vous le connaissez, même ceux qui n'identifient pas la photo. Il y a des rues partout à son nom, Jérusalem, surtout Jérusalem et Petar Tikva. Yoel Moshe Salomon. Yoel Moshe Salomon, qui est un juif qui fait partie des Talmidei Gaon, ces juifs qui sont venus parce que le Gaon de Vilna leur a dit qu'il faut venir en Israël, c'est la fin de l'exil, il faut retourner en Eretz Israël. Yoel Moshe Salomon, il a un journal, et regardez ce qu'il écrit dans le journal en 1877. שמנו ליבנו גם על הקולוניות אשר עשדו זה כמו 7 שנים האשכנזים. Regardez ces colonies agricoles que les Allemands ont construites il y a environ 7 ans. Ces gens du Württemberg, ils ne sont pas de chez nous, hein, mais ce n'est pas des Juifs. Ubatiem benuyot bemishtar nae, ils ont des belles maisons, comme dans les villes en Europe, avec des rues larges, avec des bâtiments magnifiques, à tel point que quelqu'un qui se promène dans leur rue en vient à oublier qu'il est dans un pays à l'abandon, et il a l'impression de se retrouver en Europe, dans l'Europe développée. Et de cette façon-là, ce pays à l'abandon s'est développé en quelques années, en très peu d'années, et les habitants sont récompensés du fruit de leur labeur, et toute cette beauté, ça réjouit les cœurs, mais ça nous remplit, nous juifs, de tristesse et de joie. De tristesse parce qu'on voit dans quel état nous on est, et de joie parce qu'on voit où on peut arriver. Donc ça, c'est les juifs de Yishuv Yashan. Yoel Moshe Salomon, il habite à Jérusalem dans les murailles, il fait partie de ces juifs qui vivotent à Jérusalem, et il voit tout à coup qu'au lieu de leur maison croulante et la promiscuité et les uns sur les autres, il voit ces grandes avenues, ces maisons avec des arbres plantés pour donner de l'ombre quand on se promène, et ça lui fait envie. Mais Moshe Salomon, en 1878, c'est-à-dire 1 an après qu'il écrit ça dans le journal, il prend son cheval et il va aller près de Tel Aviv, créer un nouveau village. Vous connaissez lequel? Il y a une chanson. Bokerlach, Bishnat Tarlach. Un jour de 1878, Yoel Moshe Salomon, Zahar Baranet, encore 3 autres, Shtam Perba, et ils arrivent et ils vont créer Petar Tikva. Donc Petar Tikva, qui est la première Moshava, c'est encore avant la Aliyah de 1882. Je parlais de la première Aliyah sioniste, 1882, Zichron Yaakov, Rishon Zion, mais on oublie qu'avant les pionniers qui sont venus de Russie, qui sont venus
de Roumanie, les Juifs de Jérusalem sont sortis des murailles et ont construit un village agricole à Petah Tikva. Et de la même façon, les Juifs de Tzfat sont sortis de la ville de Tzfat et ont créé Rosh Pina, qui ne s'appelle pas Rosh Pina à l'époque, Jaouni, mais il y a un début d'agriculture. Et c'est parce qu'en fait, on envie les Templiers et on va faire comme eux. On a notre but à nous de faire l'agriculture, de développer Eretz Israël, de revenir. Mais l'exemple qu'on a sous les yeux, ce n'est pas le falach arabe qui a laissé le pays à l'abandon, mais ces gens qui arrivent et qu'en 10 ans font des endroits magnifiques. Alors bien sûr, on connaît tout le monde qui ne connaît pas les oranges de Jaffa. C'était le produit d'exportation de toutes les colonies agricoles de la région de Tel Aviv, c'est-à-dire autour de Yafo, Rishon LeZion, Nes Ziona, Rehovot, on fait des oranges, on les exporte, et ça fait la publicité pour Eretz Israël des Juifs, mais vous avez aussi à gauche, Feinste Jaffa Orange, les oranges de Jaffa, les plus belles oranges de Jaffa, Zarona Wilhelma. Il y a aussi une production d'oranges des Templiers allemands, à Zarona, donc à Tel Aviv, à côté de Tel Aviv, et Wilhelma Bnei Atarot. Donc, eux aussi sont dans le commerce des oranges. Il n'y a pas que les Juifs. Et alors, une autre production que les Allemands vont amener, c'est la production laitière. Alors, eux, ils veulent du lait. À l'époque, il n'y a pas encore de laiterie officiellement. Je rappelle qu'avant la pasteurisation, boire du lait de vache, ce n'est pas sans danger. C'est Strauss, Nathan Strauss, qui va amener la pasteurisation à New York et après en Israël. À l'époque, on boit surtout du lait de chèvre ou du lait de brebis. Et comment ça fonctionne? Vous n'allez pas à l'épicerie pour acheter un litre de lait, une bouteille de lait. Vous n'avez même pas votre bidon de lait devant la maison, comme en Europe, où le laitier passe avec sa charrette et vous dépose votre bidon de lait le matin. En Israël, ça fonctionne autrement. Le matin, il y a le berger arabe qui arrive avec ses chèvres. Vous l'arrêtez, je veux remplir mon seau. Le gars, il s'arrête et il traite la chèvre devant vous. Vous avez directement du producteur au consommateur. Donc, c'était vraiment les troupeaux rentraient dans les villages et distribuaient le lait. Ça va être après interdit par les Anglais. Quand les Anglais vont contrôler Eretz Israël, ils vont arrêter. C'est pas pour eux. Ils vont demander est-ce qu'il y a des laiteries. Mais les premiers qui font une laiterie de bovins, du lait de vache, ça va être les Allemands, les Templiers allemands, à Waldheim. Et alors, c'est un gros problème parce que du coup, ils ont du lait en excédent par rapport à leur consommation. Ils veulent donc le vendre aux Juifs qui habitent autour d'eux. Les Juifs disent un instant, on veut du lait cachère. Alors, il y a un kosher Yud, un Juif de Haïfa, qui vient tous les matins à 4 heures du matin. Il arrive à Waldheim et à Bethlehem Aglilit. Il surveille la traite des vaches. Il met son stempel et une fois que c'est cachère, on peut vendre ce lait au Moshavot. Et quand les premiers villages agricoles de la vallée de Israël, Nahalal, Beth Yosef, vont commencer eux aussi à faire du lait de vache, ben, au début, ils n'ont pas les infrastructures, ils vont se servir de la molkerei, de la laiterie de Waldheim, qui va commercialiser. C'est-à-dire qu'il y a une coopérative agricole gérée par les Allemands. Les Juifs producteurs livrent à la laiterie allemande et c'est elle qui fait la distribution sur Haïfa et autour. Et pour ça, ils avaient un surveillant, un mashgar kashrut. Et c'est important de comprendre. Donc, à cette époque, il y a encore comment dirais-je, une coopération entre les Templiers et les Juifs qui sont venus. Les Juifs apprennent beaucoup des Templiers. Les Templiers ont besoin aussi des Juifs pour vendre leurs produits. Et donc, ils amènent un rabbin, un surveillant de cacheroute, et il y a l'entente cordiale entre les deux communautés. Si vous regardez une charrue, alors la charrue, vous avez la charrue en Égypte. En haut à gauche de l'image, vous voyez un Égyptien. Bon, disons que ce n'est pas des vaches qui tirent, je ne sais pas que c'est des zébus, je ne sais pas quel est l'animal qui tire la charrue. Vous voyez la charrue, regardez la charrue du falach arabe qui est en bas à droite, c'est exactement la même. C'est dur à croire qu'il y a 3500 ans, 4000 ans qui sont passés, et la charrue n'a pas évolué d'un poil. Vous la voyez à gauche en bas, c'est une charrue en bois. C'est donc une branche qui est attachée à l'animal qui tire, et puis le soc qui descend avec la pointe qui ouvre le sillon, et le manche pour le tenir, pour que l'animal puisse tenir. Donc, 4000 ans ont passé, et la charrue n'a pas changé. Le premier qui l'a inventé, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est Noach. Noach, en hébreu, ça veut dire agréable, sympa. Et le Midrash nous dit pourquoi Noach s'appelle Noach, parce que c'est lui qui a inventé la marchecha.
Donc, à partir de là, on travaillait plus facilement qu'avant. La maréchal, l'invention de la charrue, ça a déjà été un avantage, un développement agricole important que Noach avait inventé. Mais depuis Noach, ça n'a pas évolué jusqu'à ce qu'arrivent les Templiers. Les Templiers, eux, viennent d'Allemagne. En Allemagne, ce n'est pas comme ça qu'on travaille la terre. Comment est-ce qu'on fait en Allemagne? Vous avez la photo en bas à gauche. Donc, en haut à gauche, vous avez la charrue comme elle est en bois, comme elle est utilisée depuis 4000 ans. Et en bas, vous avez la charrue comme elle vient d'Allemagne, en métal, tirée par un cheval. Et le paysan, il n'est pas en train d'appuyer sur la charrue, c'est le poids de la charrue qui l'enfonce dans le sol. Lui, il a juste à tenir les rênes et à guider le cheval. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ceux qui arrivent à voir dans l'image, regardez la profondeur du sillon. Ça fait un sillon énorme, très profond. C'est génial. Plus le sillon est profond, plus on peut bien mettre les graines. C'est génial, mais c'est génial dans le Wurtemberg. Ce n'est pas du tout génial en Eretz Israël. Quand vous faites un sillon comme ça aussi profond, ben, la terre va s'assécher, puisque la terre est ouverte au ciel, il fait chaud, le peu d'humidité qu'il y a dans la terre va s'évaporer, la terre va être sèche et rien ne va pousser. Les graines n'auront plus l'humidité nécessaire pour pouvoir germer. Donc, ils sont venus avec des très bonnes technologies agricoles, mais très bonnes pour le Wurtemberg, pas bonnes pour Israël. Et là, c'est là que le Yiddishkopf, la tête juive, va marcher. Et vous voyez à droite la charrue que les villageois juifs vont inventer. Si vous regardez à gauche la charrue en bois, et regardez à droite la charrue juive, c'est exactement la même, sauf que les juifs vont dire on va la faire en métal. Parce que quand vous faites votre sillon avec une charrue en bois, comme le font les fellers, tous les quelques centaines de mètres, elle casse. Elle rencontre des rochers, des pierres, et elle est cassée, il faut réparer. Si on la fait en métal, ben, ça ne va pas casser. Donc, c'est beaucoup plus efficace. De notre côté, on va la faire légère pour que le sillon ne soit pas trop profond, pour ne pas assécher la terre. C'est très intéressant parce que cette charrue que vous voyez ici, elle est au musée de Zichron Yaakov, pardon, de Rishon LeZion. Et là-bas, il y a deux étiquettes pour expliquer ce que vous voyez. Il y a marqué Amachresha à Yehudit, et en dessous, il y a marqué Amachresha à Arabit, la charrue juive, et en dessous, la charrue arabe. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont pris une charrue arabe, ils l'ont en bois, ils l'ont améliorée en la faisant en métal, comme faisaient les Allemands. Donc les Allemands, les Arabes locaux, les Falafim, ils ont dit « Ah, c'est la charrue des Juifs ». Les Juifs qui avaient copié ça, le modèle, pas des Allemands, mais des Arabes, ont dit « C'est la charrue arabe ». Ça, c'est la charrue arabe revue et améliorée par les Juifs. Donc voilà, on a une symbiose entre le falach arabe, le paysan du Wurtemberg et finalement le paysan juif qui va développer les outils adaptés à Eretz Israël. Les Allemands ne sont pas que agriculteurs. Ils vont commencer aussi les industries d'Israël. Ils vont amener des machines. Ils vont travailler le métal, tout ce qui est pour l'eau. Après avoir mis les châteaux d'eau, ils vont installer les tuyauteries, les pompes, les moteurs qui vont faire marcher les pompes. Et même, ils vont travailler au chemin de fer. C'est l'époque où on construit le chemin de fer ce qu'on appelle Rakevet HaEmek, cet embranchement de chemin de fer qui va depuis le bord du lac de Tibériade jusqu'à Haïfa, et après se branche sur le chemin de fer qui va à la Mecque, de Constantinople à la Mecque. Alors, l'ingénieur en chef, c'est un Allemand qui s'appelle Heinrich August Meissner, vous le voyez à droite. Lui, il n'est pas templier. C'est un Allemand ingénieur qui travaille pour le sultan. Mais lui, quand il arrive et qu'il va faire cet embranchement en Israël, il va bien sûr employer les templiers. Et de nombreux templiers seront dans le travail pour le chemin de fer, pour calculer, pour poser les rails, etc. Donc, ils s'occupent dans un tas de domaines, pas seulement dans l'agriculture. Il y aura des architectes, il y aura des ingénieurs, il y aura des spécialistes de l'eau, il y aura des mécaniciens. Et ils ont énormément fait avancer Eretz Israël, puisque ce sont des corps de métier qui n'existaient pas avant qu'arrivent ces templiers allemands. Arrive la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une catastrophe pour les Templiers, puisque les Allemands, qui sont alliés aux Turcs, vont perdre la guerre et que c'est les Anglais qui vont la gagner. Donc, on se rappelle que la Première Guerre mondiale, les Allemands se battent ici, que le commandant en chef des troupes turques de Palestine s'appelle Kress von Kressestein, et je vais vous dire, il n'est pas né à Constantinople. Les Allemands aident leurs alliés turcs à contenir les Anglais. Il y aura 200 et quelques unités aériennes bavaroises qui campent à Merchavia, à Foula. Et donc, il y a des avions, ils amènent toute la technologie militaire. Ça ne va pas aider. Vous voyez en bas à droite, vous voyez la défense
les défenses turques le long du canal de Suez. Ils mettent des canons pour empêcher les Anglais de traverser le canal de Suez. Il y a marqué en allemand Der Kampf den Suez-Canal, la bataille du canal de Suez. Il y a le drapeau turc, il y a Djemal Pacha, mais ils ont perdu la guerre. Et quand les Anglais arrivent, ben, ils disent ces Templiers-là allemands sont des Allemands, donc ils sont contre nous, c'est des ennemis. Ils les prennent et ils les déportent en Égypte. Et vous les voyez en bas dans un camp de prisonniers en Égypte, bien qu'ils ne sont pas soldats, ce sont des agriculteurs, mais ce sont citoyens, non. Les Anglais ont très très peur d'une cinquième colonne. En fait, ils n'ont pas peur d'une cinquième colonne parce que cinquième colonne, ça sera la guerre d'Espagne. Ce mot n'existe pas encore. Mais ils ont peur de laisser des Templiers sur leurs arrières et ils les envoient dans des camps de prisonniers en Égypte. Et bien sûr, ils détruisent leur colonie agricole. Ils vont prendre leurs bêtes ou pour transporter leur matériel, si c'est des bêtes de trait, ou ils vont les manger, ils vont piller leurs récoltes, ils vont utiliser le bois de leur maison. Enfin, ils vont un petit peu tout dévaster. Après la guerre, ils les ramèneront, ils les dédommageront. Mais à ce moment-là, pour les Templiers, c'est une catastrophe ce qui se passe à la Première Guerre mondiale. Et vous avez là le grand hôtel, l'hôtel Al-Hayat de Elouane, c'est près du Caire, à côté des pyramides. Et c'est l'hôtel où sont logés une partie des Templiers allemands. Une partie sont dans les camps en toile et une partie sont logés à l'hôtel Al-Hayat du Caire. Ça devient la Moshava Gamadi. Il y a à côté une église à gauche. Je ne sais pas si ça a un rapport, si c'était construit par eux ou pas. Je ne sais pas quel rapport cette église. En tout cas, ils sont en Égypte à peu près jusqu'en 1921, où ils pourront revenir en Eretz Israël. Ils reviennent, les Anglais les dédommagent, ils recommencent, ils reconstruisent. En 1931, vous voyez le Zeppelin allemand qui survole Jérusalem. Donc les Allemands, c'est de la technologie, c'est quand même une situation très avancée. Les Templiers allemands sont contents de voir que un bon jour de la maison, les Allemands montrent leur force technologique, leur prouesse technologique, et le Zeppelin vient survoler Jérusalem. Mais ça, c'est en 1931. 2 ans plus tard, il se passe quelque chose en Allemagne. Il se passe quelque chose en Allemagne, c'est la montée du nazisme. Et ce qui va se passer, c'est que beaucoup d'Allemands, des Templiers allemands dans les colonies allemandes en Palestine, vont devenir nazis. Ils sont très nationalistes. C'est la 3e génération. C'est les petits-fils de ceux qui sont venus avec Christoph Hoffmann et Herdag. Pas David Herdag, tout à l'heure, c'est Georg Herdag. Et cette 3e génération devient nazie. Alors, vous voyez l'hôtel Fast. Quelqu'un sait où c'est l'hôtel Fast? Ça se trouve à Jérusalem, au coin de Yafo. Quand vous êtes en face du Dan abandonné, en face de la mairie, le bâtiment qui est à droite de l'image, c'est la mairie de Jérusalem. De l'autre côté de la rue, là où il y a la banque Discount, il y avait l'hôtel Fast. Et vous voyez que le drapeau à croix gammée flotte sur le bâtiment. Il y a le drapeau anglais aussi, d'ailleurs, le Union Jack, puisque on est à l'époque en Palestine sous mandat britannique. Les Anglais, ça les dérange. Et à droite, vous avez le drapeau à croix gammée et le drapeau allemand, les 3 bandes du drapeau allemand. Ça dérange beaucoup les Anglais, mais ils sont une démocratie, donc c'est difficile d'empêcher le drapeau à croix gammée de flotter. Ça les fait grincer les dents, mais c'est ce qui se passe. À droite, vous avez la banque der Tempelgesellschaft, donc la banque des Templiers. Ils ont ouvert une banque pour leur développement. De la même façon que les Juifs feront aussi après, avec le mentionniste, on fera une banque, la banque anglo-palestine, qui sera après la banque Lomi. Très important d'avoir une banque comme outil financier pour pouvoir se développer. Et si vous regardez ce que nous devons yeux, au premier étage, vous voyez de nouveau un drapeau à croix gammée qui flotte sur la banque des Templiers. Donc les Templiers virent au nazisme en 1933. Vous voyez ici, il y avait un prof de l'école des Templiers qui était le chef du parti en Israël. Donc lui, vraiment, l'école, ça va être, ils vont formater les enfants aux idées du nazisme. Et en 1933, avec la montée de Hitler au pouvoir, il y a le boycott. En avril 1933, il y a le boycott des magasins juifs. Deutsche kauft nicht bei Juden, n'achetez pas chez les Juifs. Alors on met des Magen David, les Allemands mettent des Magen David sur les magasins juifs, ils mettent des piquets de garde pour faire un boycott, qui ne va d'ailleurs pas marcher en Allemagne, parce que M. Hans Müller achète depuis 20 ans chez son épicier juif à côté. Il est très content des produits. Pourquoi changer d'épicier? Et donc, ce boycott ne va pas devoir marcher en Allemagne, mais il a eu lieu et il est copié par les Templiers en Israël. Seulement en Israël,
il y a beaucoup plus de Juifs qu'en Allemagne. Pas en nombre peut-être, mais en proportion dans la population. Donc les Juifs en Israël disent aux Templiers, ah, vous faites un boycott des magasins juifs, on va faire un boycott des produits des Templiers. Et là, ça va devenir très dur pour les Templiers parce que tout le marché juif leur est fermé. Les Juifs, par vengeance, décrètent un boycott des magasins allemands. Maintenant, ça va être très important ce qui va se passer. C'est qu'on est donc dans ces années 1933-1939, la montée du nazisme jusqu'à la guerre mondiale. Les Juifs sont pris au piège en Allemagne. Ils veulent foutre le camp d'Allemagne, une partie, pas tous. Et les Allemands sont intéressés à s'en débarrasser, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de politique d'extermination des Juifs. Ça viendra plus tard. Mais il y a une politique d'exiler les Juifs, de sortir les Juifs, à condition qu'ils aient de l'argent, qu'ils puissent sortir, pour se payer un visa et sortir, et qu'ils laissent derrière eux leurs biens. Maintenant, les Juifs ne veulent pas quitter l'Allemagne parce qu'ils ne peuvent rien emmener. D'abord parce qu'il y a une politique monétaire très stricte en Allemagne, on ne peut pas sortir de devises. Leurs maisons, bien sûr, elles sont bradées à bas prix, puisque les Allemands savent que les Juifs sont obligés de partir, donc ils proposent des prix dérisoires, donc ils ont du mal à vendre leurs propriétés foncières, et leur argent, leur liquidité, ils n'ont pas le droit de les emmener. Donc, c'est un grand frein à l'émigration des Juifs, le fait qu'ils ne peuvent rien emmener. Mais les Allemands sont intéressés à ce que les Juifs foutent le camp. Alors, ils vont trouver le système. Les Allemands, ils ne veulent pas sortir de devises parce qu'ils veulent fortifier renforcer leur monnaie. Par contre, ils veulent exporter leur production, la production allemande. Alors, la production allemande, elle est connue. Les Allemands, ils font des produits de qualité. Donc, ils disent aux Juifs, c'est très simple, vous allez vendre votre argent. On va vous rendre une partie de l'argent avec laquelle vous pourrez acheter des marchandises allemandes et ces marchandises, vous pouvez partir avec. Vous arriverez en Palestine, vous les revendrez et ce que ça vous fera des liquides. Donc, les Allemands ne permettent pas aux Juifs de prendre des liquidités, mais ils leur permettent d'emmener des marchandises. Donc, les Juifs peuvent sortir une partie de leur argent et c'est très bien parce qu'en Palestine, on veut ces produits allemands. Vous regardez à gauche, par exemple, les films ACFA, mais c'est formidable, c'est les meilleurs films de l'époque. Il y a Kodak américain, mais si vous ne voulez pas prendre du Kodak américain, vous avez le ACFA. Comme dit l'annonce, Bakesh ACFA met mocher tzochet tzom. Demande ACFA quand tu vas chez ton vendeur. L'aspirine, c'est formidable quand on a dans la tête. C'est un produit des laboratoires Bayer. Donc, on est intéressé en Israël à avoir des produits allemands et ça se passe comme ça. On va appeler ça le Heskema Havara, l'accord de transfert, dans lequel l'agence juive et le gouvernement allemand vont faire des accords, comment transférer des devises, etc., pas des devises, des marchandises et des Juifs vers Israël. Et en fait, en Israël, ce sera la banque Anglo-Palestine, donc la banque Leumi, la banque juive, qui va gérer ces transferts de fonds en prenant des pourcentages, n'ayez pas peur. Et en Allemagne, ça va être la banque des Templiers. Donc, de nouveau, c'est ces Templiers qui ont leur banque, elle a une agence en Allemagne, c'est elle ils vont déposer l'argent en Allemagne, eux vont faire passer en Israël. Enfin, les Templiers sont imbriqués dans ce transfert de personnes et de biens. Et il y aura quand même 14 millions de livres sterling, c'est une grande somme qui va transiter de l'Allemagne vers la Palestine. Et comme la banque Leumi va prendre ses pourcentages, le KKL va s'en servir pour acheter des terrains et développer des systèmes agricoles avec cet argent qui vient d'Allemagne. Et au centre, vous voyez une photo, une affiche, Admata Yitmor Yeshuv Hitler, arrêtons de soutenir Hitler, arrêtez de consommer des biens de consommation allemands. C'est le boycott dont j'ai parlé tout à l'heure, le boycott qui vient en réponse au boycott que les nazis ont fait en Allemagne. Les Allemands sont intéressés à chasser les Juifs d'Allemagne. Pour l'instant, ils ne veulent pas encore les massacrer, ils veulent les chasser. Ils y voient un intérêt, d'abord parce qu'ils peuvent garder leurs biens. Ils chassent les Juifs, mais ils gardent leur argent. Ils s'en débarrassent, donc c'est bien. Les Juifs, ils veulent partir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un Juif qui a 1000 livres sterling reçoit un certificat. C'est que les Anglais délivraient des certificats. Et c'est très dur d'avoir un certificat, mais si vous avez un certain pécule, vous recevez un certificat en surnombre. Parce que les Anglais ont très, très peur, officiellement, qu'il y ait trop de Juifs qu'il faut aider financièrement et que le niveau de vie va baisser en Palestine. Mais si les Juifs viennent avec de l'argent, c'est très bien. Donc, les Anglais vont encourager ce transfert de Juifs quand ils viennent avec de l'argent. Donc, d'un côté, les Allemands vont se débarrasser, les Juifs veulent venir et l'argent arrive en Israël. Donc, chacun y trouve son avantage. Pour les Anglais aussi, ces Juifs arrivent d'Allemagne,
ils ont fait des études universitaires, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des astronomes. C'est important pour eux, ça va développer Eretz Israël. Donc tout le monde est content. Les Allemands sont contents de chasser les Juifs sont contents de partir, et les Anglais sont contents de les voir venir en Eretz Israël. Tout le monde est content, et c'est les Heskemei Havara, les accords de transfert. En 1937 arrive quelqu'un de sinistre mémoire, vous voyez sa photo à droite, pour ceux qui ne le reconnaissent pas, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann qui vient rencontrer les Templiers pour comprendre un peu qui sont les Juifs. Il va être après le directeur du département juif, il faut qu'il comprenne un peu de quoi il s'agit, et donc il va venir à Haïfa. Les Anglais finalement ne vont pas les laisser débarquer, ils auront droit d'être une nuit à Haïfa et de rembarquer, de foutre le camp. Mais il y a eu cet effort des Allemands nazis de prendre le contact avec les Templiers en Allemagne, en Israël, pour mieux comprendre de quoi il s'agit et pour tisser des liens avec la population arabe d'Israël. Je n'ai pas la photo, c'est pardon. J'ai cette photo-là. Je pense que certains d'entre vous ont connu Noach Kliger, Zichrono Livracha, qui était un survivant d'Auschwitz, de l'Exodus, etc., qui a écrit un livre, La boxe ou la vie. Et pour ceux qui ne se rappellent pas, je vous rappelle que dans le livre, le papa de Noach Kliger a été arrêté par la Gestapo en Belgique, à Bruxelles, et Noach Kliger écrit une lettre pour libérer son père. Il est convoqué à la Gestapo. Il arrive à la Gestapo, il arrive au commandant de la Gestapo à Bruxelles. D'abord, il rigole parce qu'il voit que c'est un jeune homme, il croit que la lettre a été écrite par quelqu'un de sérieux, il voit que c'est un jeune. Et puis, Noach Kliger raconte, je voulais mettre le texte, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié de le photocopier. Il raconte qu'il commence par être invectivé, insulté par l'officier allemand à Bruxelles. Il dit, mais je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Or, moi, Noach Kliger, j'ai grandi à Strasbourg, je comprends l'allemand. Qu'est-ce qu'il parle, ce gars-là? Et alors, le commandant de la Gestapo de Bruxelles lui dit, comment moi, un officier supérieur nazi, je parle ta langue et toi, tu ne la connais pas? Parce que l'officier supérieur nazi, c'était un Templier qui avait grandi en Eretz Israël et qui parlait l'hébreu, alors que Noach Kliger, qui a grandi en Alsace comme juif alsacien, ne parlait pas un mot d'hébreu. Donc, c'est quelque chose il faut s'en rappeler, c'est que j'ai dit que les Templiers en Eretz Israël sont devenus nazis, et quand la guerre va éclater, ils vont aller s'enrôler dans l'armée allemande, mais attention, pas dans la Wehrmacht, pas dans l'armée allemande, la plupart vont s'enrôler dans la SS. Ce sont des nazis purs et durs, impurs et durs, qui vont donc dans la SS, pas dans la Wehrmacht, et c'est comme ça que Noach Kliger rencontre à Bruxelles un officier SS qui venait d'Eretz Israël. Je reviens en arrière. Les Anglais, au début, je l'ai expliqué, ils n'avaient pas aimé les symboles nazis, mais il n'est pas le choix, c'est une démocratie. Par contre, quand l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne en 1939, alors ils sont sujets d'un pays en guerre. Les Anglais commencent par les arrêter et les confiner dans leur village agricole. À Waldheim et Bethlehem deviennent des centres d'arrestation pour les Templiers allemands, ceux qui ne sont pas allés s'enrôler en Allemagne, ceux qui sont restés en Israël. Et après, en 1940, quand la guerre va vraiment éclater et que les Allemands vont bombarder Londres dans le Blitz, alors les Anglais envoient le Queen Elizabeth, qui est ce paquebot, le plus grand paquebot anglais de l'époque, qui servait pendant la guerre de transport de troupes, et déportent les Templiers allemands en Australie. Et vous les voyez dans le camp de Tatura, en Australie. Ça, c'est une photo de 1943. Donc, vous voyez, ils sont bien habillés. On ne leur fait pas de mal, mais ils ont été déportés en Australie par les Anglais. La première femme qu'on va les rencontrer, c'est en 1944, dans des conditions très, très peu sympathiques. Je rappelle que le grand mufti de Jérusalem, Haj Amin Hosseini, un très grand sioniste de l'époque, rencontre Hitler et dit à Hitler, toi, tu t'occupes de chasser les Anglais de Palestine, nous, on s'occupe d'exterminer les Juifs de Palestine. Il avait déjà déterminé où seraient les fours crématoires. Le grand camp d'extermination devait être dans la vallée de Dothan, près de Shrem. Baruch Hashem, les Allemands ne sont pas arrivés en Palestine, mais on a eu peur à l'époque. Il y avait un projet Masada sur le Carmel. Je ne rentre pas dans les détails. Par contre, ce qui va se passer, c'est que le mufti dit au Führer, tu sais quoi, on va former une légion de musulmans dans l'armée allemande. Vous voyez la légion bosniaque qui est passée en revue par le mufti. Et le mufti a une autre idée géniale. On va envoyer des commandos qui vont aller en Palestine, qui vont sauter derrière les lignes anglaises et ils vont faire de la désorganisation, ils vont faire de la propagande pro-allemande au sein des populations arabes, et encore mieux,
ils vont empoisonner les puits de Tel Aviv et faire mourir 200 000 Juifs dans de l'eau empoisonnée. Et pour cela, il y a un commando qui est formé de parachutistes. Le Havdil Elef Alfei Avdalot, vous rappelez que nous aussi, on était parachutistes dans l'armée anglaise, Hana Sanesh et autres, mais eux, ils viennent pour tuer des civils. Vous voyez à droite les photos de Kurt Wieland, qui est un Templier, Werner Frank, qui est un Templier, un troisième dont je n'ai pas la photo, et encore 2 Arabes. Et donc, ces 5 sinistres personnages arrivent en bombardier Henkel à Yericho, ils sont parachutés à Yericho, et de là, ils ont des sachets, des sacs de poison à jeter dans les sources du Yarkon pour empoisonner toute l'eau qui nourrit Tel Aviv et toute la région. Heureusement pour nous, ils avaient transporté avec eux aussi des pièces d'or pour soudoyer des Arabes. Et ces Arabes ont mis ces pièces d'or en circulation à Yericho. Les Anglais ont vu des pièces d'or qui circulent à Yericho. Ils ont fait leur enquête et ils ont découvert ces 5 sinistres individus et les ont arrêtés. En tout cas, 3. 2 ont réussi à passer entre les mains du filet, mais ils n'ont pas réussi à mener leur opération. Ça s'appelait l'opération Atlas. Bon, je laisse tomber, c'est plus le temps, on est en retard. Une autre fois, on rencontre les Templiers. Il y a en Europe des Juifs de Palestine, donc des Juifs d'Eretz Israël, qui étaient voir leur famille, qui venaient faire des affaires et qui ont été coincés par la guerre mondiale en Europe. Mais ces gens-là ont des passeports British passports. Et quand les Allemands veulent les arrêter, moi je suis citoyen britannique. Et ce que font les Allemands, ils les internent, mais ils ne les envoient pas en déportation. Parce que les Allemands veulent faire des échanges de prisonniers. Ils ont des pilotes tombés derrière les lignes anglaises, ils ont des soldats et ils veulent donc avoir ils gardent ces civils juifs aussi, juifs et non juifs, qui ont des passeports anglais, des passeports de pays alliés. Ils les gardent comme des échanges et il y aura des tractations entre les Anglais et les Allemands, sous les auspices d'abord des Américains et après Paul Harbour sous les auspices des Suisses. Et il y aura 5 fois des échanges de prisonniers allemands contre les juifs. On va échanger, par exemple, les Anglais vont échanger des juifs d'Eretz Israël, donc qui sont citoyens anglais, contre les Templiers que les Allemands veulent récupérer. Donc, on va échanger, les Templiers allemands sont libérés par les Anglais, retournent en Allemagne, et les Juifs sortis des camps arrivent. Il y a des Juifs de Bergen-Belsen, il y a des Juifs de Vittel. En France, il y avait un camp d'internment pour ces gens-là que les Allemands laissaient de côté comme monnaie d'échange. Et il y a eu quelques centaines de Juifs qui ont été sauvés grâce à ces échanges avec les Templiers. Donc, ce que vous voyez dans l'image en haut à droite, vous voyez la sinistre porte de Auschwitz, Arbeit macht frei, et vous voyez un train qui arrive à la gare de Afula, et c'est en fait une plaque qui est posée à la gare de Afula aujourd'hui encore, et qui raconte cette histoire du fait que le train qui arrive de Constantinople, dans Turquie neutre, Istanbul, arrive et ramène des Juifs libérés des camps contre des Templiers allemands. La guerre est finie. On va passer à l'image d'après, pardon. Après la guerre, ces Templiers allemands qui avaient été déportés en Australie par les Anglais reviennent au pays, reviennent en Eretz Israël. Maintenant, imaginez-vous que, il y avait les civils qui étaient déportés en Australie, mais j'ai aussi expliqué que les jeunes se sont engagés dans la SS. Alors, imaginez-vous qu'un rescapé d'Auschwitz arrive le matin à l'épicerie pour acheter son pain et son lében, et puis le gars à côté, il reconnaît dedans un officier du camp d'Auschwitz. Alors, on va leur expliquer aux Templiers, on ne vous veut pas en Eretz Israël, vous n'êtes pas les bienvenus en Eretz Israël, foutez le camp. Et ils ne vont pas comprendre. Alors, on va leur expliquer de façon même les Allemands peuvent comprendre. On va suicider un des chefs des Templiers allemands, il s'appelle Gotthilf Wagner, et on lui tend une embuscade, et en 1946, on l'abat dans les rues de Tel Aviv. Ça va être le premier signe qu'on ne les veut pas en Eretz Israël. Il y aura encore 2 autres qui vont être aussi liquidés en Eretz Israël. Après ça, ils vont comprendre, et les Templiers foutent le camp et quittent Eretz Israël. Ils quittent Eretz Israël, mais ils ont laissé derrière eux des biens. Par exemple, Zarona, le village de Zarona, qui est aujourd'hui la Kiria de Tel Aviv, là où est le commandant général de l'armée israélienne. Et là-bas, vous voyez à droite les caves à vin, puisqu'ils faisaient du vin, le vin des Templiers. Donc, vous voyez les barriques et l'usine. Mais le vin, comme il faut que ça soit gardé dans des caves au frais, et que le frais en Israël, il n'y a pas tellement, ils ont fait des caves profondes dans le sol
pour pouvoir garder leur barrique de vin. Et nous, on va s'en servir. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous voyez à droite en bas cet avion, les Ouster. Quand les Anglais quittent Eretz Israël, ils n'ont pas quitté en un jour. Ce n'est pas que le 15 mai 48, ils partent. À partir de la décision du 29 novembre 47, ils commencent à plier bagages. Et il y a des choses qui sont trop lourdes, trop encombrantes pour ramener en Angleterre, ils laissent sur place. Par exemple, ils mettent en vente 11 épaves d'avions, des avions qui sont des épaves, ne sont pas considérés comme pouvoir voler. La Haganah va les acheter. On va les acheter aux Anglais, on va les cacher à Sarona, et dans ces caves souterraines, parce que les Anglais sont encore là, je rappelle, ils sont en train de plier bagages, mais ils sont encore là, on va les remettre en état, les mécaniciens juifs vont remettre les moteurs, des femmes yéménites vont recoudre les ailes en toile de ces avions, et sur ces 11 avions, 9 vont pouvoir prendre l'air, après encore d'autres qu'on va acheter, et donc on a utilisé ces bâtiments templiers pour préparer notre aviation. Alors, à quoi vont servir ces avions? Ce n'est pas des avions de combat. C'est pour ça que les Anglais les ont vendus. Ils n'ont pas vendu des Spitfire. Ils nous ont vendu des petits avions civils. Mais ça va être très important à la guerre d'indépendance parce qu'à droite, par exemple, vous voyez un ravitaillement par avion. C'est-à-dire que quand le Gush Etzion est assiégé par les Arabes, le ravitaillement va se faire par avion. Quand les convois qui montent à Jérusalem sont attaqués sur la route, il y aura des avions de reconnaissance qui passent devant le convoi pour vérifier où sont les embuscades et annoncer aux convoyeurs, faites gaffe, dans 2 kilomètres, vous allez tomber sur une embuscade. Donc, ils servaient à agent de liaison, reconnaissance, ravitaillement. La photo en haut à gauche, c'est à Gush Etzion. Ils ont amené des caisses de balles pour pouvoir se défendre. Et comme on n'a pas d'autres avions que ça, ben nous, on a fait aussi des avions de combat. Alors, je vous ai mis un petit extrait du film L'ombre d'un géant, et vous allez voir comment un Piper Ooster devient un avion un bombardier. Une histoire vraie. Une guerre de première, allons-y. Et dépêchons-nous. Où est-ce faire? Un truc que nous ont enseigné les Stukas durant l'autre guerre. Une sorte de sifflet. Ça fait du boucan en tombant. C'est chouette comme ça, je ne serai pas seul. Je vais poser ça sur le siège, là. Les mitrailleuses de l'avion, c'est sa mitraillette. Et où est-ce qu'on fait des paris sur l'autre côté? C'est l'histoire vraie. Quand ils jettent les Sypholux, l'autre sel sur ça fait du boucan et ça fait fuir les fantassins. Malheureusement, dans la scène d'après, dans le film, arrive un avion de combat égyptien et il abat cet avion qui n'a aucune arme pour se défendre. Donc, mais je raconte ça à cause de l'histoire de Sarona. C'est dans les caves de la colonie allemande qu'on a remonté ces avions pour pouvoir s'en servir à la guerre d'indépendance.
En 49, c'est la dernière livraison de Templiers allemands qui sont renvoyés en Allemagne. En 52, quand il y aura les accords entre Ben Gurion et Adenauer de compensation pour la Seconde Guerre mondiale, on va calculer le prix des biens qu'ils ont laissés derrière eux et on va rembourser les Templiers allemands des propriétés qu'ils ont laissées derrière eux. Et donc le gouvernement israélien va devenir propriétaire de ces logements qu'il va mettre après en vente. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un appartement à Emek Refaim ou Moshava Germanit à Haïfa. Et on a remboursé les Templiers et c'est devenu propriété de l'État. Vous allez au cimetière, vous trouvez les noms dont on a parlé, Christoph Hoffmann, Pauline Hoffmann, Schumacher, qui était l'ingénieur qui a beaucoup développé en Eretz Israël. Si vous allez à Jérusalem, Emek Refaim, au cimetière Templier, vous avez là-bas aussi quelque chose d'un petit peu spécial, le monument aux morts, des morts allemands tombés la Seconde Guerre mondiale. Alors voilà, on a un monument aux morts pour les soldats allemands tombés au combat en 39-45 à Jérusalem, dans le cimetière Templier. Je laisse tomber, c'est encore une autre histoire. Et cette colonie allemande, Sarona, a été un petit peu déplacée. Aujourd'hui, on en a fait un endroit très, très sympa à Tel Aviv. J'espère qu'on aura l'occasion de faire ensemble une balade et de rentrer dans les souterrains et de parler de ce qu'il y a à voir à Sarona. On a déplacé les maisons comme elles gênaient un petit peu, qu'on voulait agrandir la Rov Kaplan. Vous voyez comment on transporte la maison sur rail et qu'on a des places de 100 mètres, puisque les maisons étaient classées monuments historiques. Il fallait les garder. Pardon. Donc, ça, c'est la Sarona à Tel Aviv. J'espère qu'on se promènera. À Jérusalem, une dame qui voulait installer le câble dans sa maison envoie un technicien qui monte dans la mansarde, fait passer le câble depuis l'antenne satellite. Et voilà ce qu'il trouve dans la mansarde de la maison à Emek Refaim à Jérusalem, les insignes SS et l'uniforme de l'officier qui habitait dans cette maison. Aujourd'hui, ils sont essentiellement en Australie. Il y en a une partie retourne en Allemagne, une partie en Australie. Vous voyez là leur site internet, Temple Society of Australia. Et juste pour finir avec une histoire un peu sympathique, où il y a l'histoire disait, la légende disait qu'il y avait une famille qui avait dû quitter pour l'Australie, mais avant que les Anglais les déportent en Australie, le père avait caché des pièces d'or dans le mur de sa maison. Il y a un historien israélien, Danny Goldman, qui s'intéressait. Il est rentré en contact avec ces gens-là. Il a eu les autorisations de l'armée après, parce que Sarona a été au début utilisé par l'armée comme bâtiment pour le quartier général de l'armée d'Israël. Et voilà qu'ils ont fouillé dans la maison de ce Templier. סיפורנו מתחיל בלורנס איש ערב, ממשיך בצה"ל ומסתכל. Le bruit me dérange. Je vous expliquais juste qu'il est au téléphone avec le Templier qui voit l'image. Ils ont fait du zoom avant le zoom. Et il lui montre, et le gars en Australie lui dit non, c'est un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Il dit exactement où creuser. Ils vont creuser dans le mur et voilà ce qu'ils vont trouver. ועשינו את זה בכוונה שם כדי לתת לזה איזשהו שמרוב התרגשות חזרה אבל אף מטבע. J'accélère parce que le temps est fini plus ou moins de la conférence, j'en fais juste 2-3 minutes. Donc, ces pièces d'or ont été restituées. Il y avait une grande discussion en Israël. Est-ce qu'il faut les restituer? À qui ça appartient? Au Danny Goldman qui les a trouvées, à l'État d'Israël qui était propriétaire des maisons. Finalement, on a décidé d'en faire aussi quelque chose de politique, de publicitaire. On l'a rendu aux descendants de cette famille en Allemagne. Il y avait cette arrivée au tribunal pour essayer de comprendre à qui, dans ces conditions-là, à qui appartient le trésor. Il a été rendu à ses propriétaires en Australie. Et je voulais finir, comme on est quand même Midreshet Yehuda et qu'on parle de beaucoup de choses, on oublie des fois de parler un petit peu de Manitou. Je voulais finir sur Manitou avec un enregistrement. Vous allez écouter et là-dessus on va finir. Pardon. Ça commence par l'effondrement de l'Empire britannique, c'est le moment de la résurrection nationale d'Israël et les royautés s'arrêtent partout. Vous avez remarqué? On ne peut pas le savoir. Alors bien entendu, nous sommes émis. Un universitaire occidental habitué à étudier les phénomènes historiques, sociologiques, de tout autre point de vue, de tout autre critère. Si vous allez lui dire des choses pareilles, il va vous dire mystique. Mais comprenez bien, depuis le début de l'année,
juifs ont inversé les critères de délivrance. Bon. Ça commence. Tu peux mettre Alors, plus. je m'arrête là parce que c'est un peu dur à écouter, mais il y a le texte. Qu'est-ce que Manitou est en train de nous expliquer? Il faut comprendre l'histoire. Quand on veut comprendre l'histoire, il faut la comprendre pas comme les universitaires et les historiens. Les historiens commencent au début de l'histoire et essayent de comprendre l'enchaînement des événements. Par exemple, on a parlé des Templiers maintenant dans cette conférence. Il y a des gens qui ont une idée spirituelle en Allemagne. Ils ont été chassés par l'Église. Ils ont voulu venir en Israël. Et comment s'enchaîne l'histoire? Mais tout disait non. Il faut regarder l'histoire dans l'autre sens, le sens juif. Il y a un but d'Akadosh Baruch Hu de nous amener vers la Géoula. Et toute l'histoire s'arrange pour amener Am Israël et le monde entier vers la Géoula. Et donc, c'est ça que je voulais faire dans cette conférence, expliquer qu'on peut voir ces Templiers comme une succession de problèmes qu'ils ont eu en Allemagne qui a fait qu'ils sont venus en Israël. Ça, on peut voir dans la façon juive qu'Akadosh Baruch Hu savait qu'Am Israël allait revenir en Israël, mais savait qu'on ne savait pas construire des maisons, qu'on n'a aucune notion d'agriculture, qu'on ne savait pas, on n'était pas encore technicien, parce qu'on sort du shtetl et qu'on n'a rien appris à l'école. On a appris, on était Talmud Torah, mais on n'a pas été encore à la fac. L'agriculture, on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé ces Templiers qui ont construit leur village et nous ont aidés à développer Eretz Israël quand on va arriver juste après eux. On va arriver 20 ans après eux. Et eux, ils auront posé les jalons. On va apprendre d'eux comment faire une charrue, comment traire les vaches, etc. Et en fait, c'est l'importance de ces Templiers. Ils ont préparé le retour de l'Am Israël en Eretz Israël. Voilà. Alors, j'ai fini cette conférence et on va ouvrir le micro. Passionnant, Ariel. Comme d'habitude, c'est à vous, chers amis. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. Les questions, comment les Templiers nous ont aidés? À vous. Je vais juste ajouter encore une chose. Ils sont venus, ils nous ont aidés. Maintenant, il fallait qu'ils partent. On ne veut pas les garder. Alors, le jour où c'est aussi arrangé pour qu'ils deviennent nazis. Et comme ça, on avait toutes les raisons de ne pas les garder chez nous après. Donc, il y avait tout. Ils sont venus, ils ont fait leur boulot, ils sont partis. Et en général, j'ajoute, c'est comme avec les Anglais. Les Anglais sont venus pour 30 ans. Entre 1917 et 1948, ils étaient là pendant 30 ans. Ils ont pris un pays retardé, ils ont construit des routes, ils ont mis l'électricité, ils ont mis le téléphone, ils ont mis l'eau courante, ils ont créé une police, ils ont créé une armée, ils ont créé un système judiciaire. Une fois qu'ils ont créé toutes les bases d'un État, on n'a plus besoin d'eux. Bye bye, ils sont partis. On a le temps pour une question, parce qu'il y a le cours du Rav Ackerman après. Merci beaucoup, Ariel, comme d'habitude. Au revoir. Shabbat shalom. J'espère qu'on va faire une visite sur les Moshavot des Templarim, visiter et parler un peu détaillé sur le terrain à l'occasion. Est-ce qu'on peut